Julien était un père célibataire qui, depuis le décès brutal de sa femme 2 ans plus tôt, faisait tout pour offrir à sa fille de 7 ans, Chloé, une vie stable et pleine d'amour, malgré les difficultés croissantes qui s'accumulaient chaque mois. Il travaillait de nuit dans un entrepôt logistique à Rungis, où il conduisait un transpalette électrique pendant 8 heures d'affilée, le dos brisé, les paupières lourdes, et le cœur serré à l'idée que son contrat à durée déterminée ne serait peut-être pas renouvelé. Leur petit appartement situé au 3e étage d'un immeuble décrépit à Vitry-sur-Seine avait des murs humides, des volets cassés et un chauffage collectif constamment en panne, mais Julien s'efforçait toujours de cacher ses angoisses à sa fille. Chaque matin, en rentrant de sa tournée, il lui préparait des tartines avec ce qu'il restait dans le frigo, souvent du pain rassis et un peu de confiture bon marché, puis s'asseyait, épuisé, pour écouter avec attention ce que Chloé avait dessiné à l'école ou ce que la maîtresse lui avait appris. Il lui souriait, sincèrement, malgré les cernes qui lui creusaient le visage, malgré la peur constante de voir une lettre d'huissier arriver dans la boîte aux lettres. Pour Chloé, il avait inventé un monde magique, leur petit appartement n'était pas vieux, il était en mission secrète, leur repas simple était un menu d'agent secret, et leur vie bancale n'était qu'un passage temporaire avant l'aventure. Julien ne se plaignait jamais. Il se contentait de se battre. Chaque euro comptait. Il refusait l'aide de ses parents, qui vivaient en Bretagne et ne comprenaient pas vraiment ses choix de vie. Il avait coupé les ponts avec la majorité de ses amis après le décès de sa femme, incapable d'écouter leurs conseils mal placés ou leurs promesses vides. Pourtant, tous les mercredis, il emmenait Chloé à la médiathèque municipale, où elle choisissait des livres avec des étoiles dans les yeux, pendant qu'il consultait discrètement les offres d'emploi affichées dans le coin multimédia. Il rêvait parfois, brièvement, d'une vie meilleure, d'un vrai contrat, d'un logement digne de ce nom, peut-être même d'un jour où il pourrait l'emmener à Disneyland, mais ses rêves lui semblaient aussi lointains que les étoiles qu'ils observaient ensemble depuis leur minuscule balcon. Ce matin-là, après une nuit particulièrement rude et une coupure d'eau chaude, il décida de faire un détour après avoir déposé Chloé à l'école. Il avait besoin d'air, besoin de se vider la tête. Il traversa la rue des Écoles, puis s'engagea dans l'avenue de la République, sans but précis, juste pour marcher. C'est à ce moment-là que tout bascula. Alors qu'il arrivait au carrefour du boulevard G. Il vit une jeune femme élégante, en tailleur crème, essayer de héler un taxi, juste au bord du trottoir. Elle semblait pressée, préoccupée, comme sortie d'un autre monde, celui des tours vitrées de la Défense, du luxe discret, des dossiers prioritaires. Et puis, un vacarme. Le crissement des pneus, les cris, un poids lourd lancé à pleine vitesse dont le chauffeur semblait avoir perdu le contrôle. Julien n'hésita pas. Il courut, bondit, la saisit par la taille et la projeta de toutes ses forces sur le trottoir, une seconde avant que le camion ne frôle l'endroit où elle se trouvait. Ils tombèrent tous les deux au sol, la jeune femme haletante, Julien la tête heurtée, mais encore conscient. Les gens autour criaient, filmaient, appelaient les secours. La femme, tremblante, regardait l'homme qui venait de lui sauver la vie comme s'il venait de surgir d'un roman. « Ça va » murmura-t-elle. Il hocha la tête, se releva lentement, puis, sans attendre les remerciements, reprit sa marche, le cœur battant à 1000 à l'heure, le corps engourdi d'adrénaline. Ce qu'il ignorait, c'est que cette femme s'appelait Élise Morel, fondatrice et PDG de la start-up technologique la plus cotée du pays, souvent qualifiée de reine de la tech française. Et ce qu'il ne savait pas non plus, c'est que ce moment fugace allait bouleverser toute sa vie. Élise resta debout, figée, incapable de détourner le regard de ce père au blouson usé, aux chaussures fatiguées, qui s'était jeté dans le danger pour elle sans poser de questions. Dès qu'elle reprit ses esprits, elle appela son chauffeur, mais elle avait déjà un autre plan en tête. Elle voulait le retrouver. Elle devait le retrouver. Elle, qui vivait dans un monde où tout était contrôlé, prévisible, calculé, venait d'être sauvée par un homme qui ne possédait rien, et pourtant lui avait tout donné. Elle ne savait pas encore son nom. Mais elle savait que ce n'était pas la fin, c'était le tout début. Élise ne dormait plus. Depuis cette scène surréaliste où un inconnu l'avait arrachée à la mort au pied du boulevard G. Son esprit tournait en boucle. Elle repassait les images dans sa tête, encore et encore, le regard déterminé de l'homme, la peur dans ses propres yeux, le choc, puis, le vide qu'il avait laissé en disparaissant sans attendre ni merci, ni reconnaissance. Et ce vide-là, c'était nouveau pour elle. Dans sa vie,
Les gens s'agglutinaient toujours autour de sa réussite, de son nom, de ses millions. Mais cet homme Julien, comme elle ne tarda pas à l'apprendre grâce à un enquêteur discret, ne voulait rien. Ni argent. Ni faveur. Rien, sauf sa vie de père. En moins de 24 heures, elle sut tout ce qu'elle voulait savoir, où il habitait, avec qui il vivait, son parcours professionnel, son contrat précaire à Rungis, son statut de veuf depuis 2 ans, et surtout, sa fille. Chloé. Ce prénom l'émut davantage que prévu. Elle se revoyait, enfant, sur les genoux de son propre père, avant que le monde des affaires ne la transforme en mur de verre ambulant. Cette petite famille brisée, elle avait envie de les connaître. Vraiment. Alors elle écrivit un mot à la main, le fit glisser sous leur porte, « Je vous invite à dîner. » Pas en remerciement. Mais en toute simplicité. Élise. Julien trouva le mot en rentrant du travail. Il pensa d'abord à une erreur. Une blague. Ou pire, une caméra cachée. Mais quand il vit le logo embossé sur le papier, et surtout la signature « Élise Morel », il comprit que c'était réel. Il hésita. Longtemps. Il montra la lettre à Chloé, et sa réaction fut immédiate, « Papa. Elle veut manger avec nous. C'est trop génial. » Il n'eut pas le cœur de lui refuser ce moment. Le samedi suivant, à 19 heures, une berline noire s'arrêta devant leur immeuble. Élise en sortit seule, sans garde du corps, sans attaché de presse. En jean, basket blanche, un gilet beige et un regard légèrement inquiet. Julien descendit en t-shirt propre, mais délavé, et une veste de sport qu'il gardait pour les occasions. Chloé, quant à elle, avait attaché ses cheveux et mis une robe avec des paillettes qu'elle ne mettait d'habitude que pour les anniversaires à l'école. Le trajet fut silencieux. Chacun essayait de rester à sa place. La voiture les mena non pas dans un palace, mais dans un petit restaurant familial du 14e arrondissement, discret mais chaleureux. Élise leur expliqua qu'elle venait ici avec son père avant qu'il ne tombe malade. L'endroit lui était cher. Ils s'installèrent dans un coin tranquille, sous une lampe suspendue en fer forgé. Chloé demanda des frites. Julien, nerveux, opta pour une soupe. Élise, elle, choisit un plat du jour. Mais ce n'était pas le menu qui comptait. C'était l'échange. Les regards. Les hésitations. Les premiers sourires. Chloé parla beaucoup. De ses jouets, de ses copines, de son école. Élise l'écoutait comme si elle redécouvrait ce que signifiait vivre. Julien, au départ raide comme un piquet, finit par se détendre. Il plaisanta. Il raconta la fois où Chloé avait mis du shampoing dans le lave-vaisselle. Ils rirent tous les trois. Vraiment. Comme une vraie table. Comme une famille. À la fin du repas, Élise proposa de les raccompagner. Julien hésita encore. Mais Chloé insista, « Tu viens aussi, hein, Madame Élise ?» Et Élise accepta. Ils montèrent les escaliers grinçants de l'immeuble. Chloé courut allumer la lumière. « C'est notre château, ici, » dit-elle en riant. Élise entra dans l'appartement exigu, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis l'enfance, la chaleur. Il y avait un désordre tendre, une odeur de soupe et de lessive, des dessins punaisés au mur, et une petite guitare sur le canapé. Julien était gêné. Mais elle, non. Elle demanda si elle pouvait s'asseoir. Et ils parlèrent encore. Longtemps. Chloé finit par s'endormir sur ses genoux. Julien s'excusa pour le bruit de la rue, les fenêtres usées, le manque de place. Élise répondit, « Tu ne te rends pas compte, ici, il y a ce que je n'ai jamais eu. De l'amour pur. » Avant de partir, elle sortit un petit carnet de son sac, y griffonna quelques mots et le laissa sur la table. Puis elle s'inclina légèrement, comme pour remercier plus encore que dire au revoir. Le carnet contenait un simple message, « Ce soir, j'ai mieux dîné que dans tous les restaurants étoilés du monde. Merci pour cette vérité. » Élise. Julien resta debout un moment après son départ, regardant la rue par la fenêtre. Il ne savait pas ce que cela voulait dire. Ni où cela menait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait envie d'y croire.
Le conte de fées n'avait pas duré longtemps. Ce qui avait commencé comme une rencontre inattendue pleine de chaleur humaine s'était transformé, en quelques jours à peine, en raz-de-marée médiatique. Les journaux People s'étaient emparés de l'histoire, une milliardaire sauvée par un père célibataire, romance ou manipulation, les photos floues de Julien et Élise dînant ensemble, de Chloé tenant la main d'Élise devant leur immeuble, circulaient partout. Les réseaux sociaux s'étaient transformés en tribunal public. Certains saluaient la beauté du geste, d'autres criaient à l'opportunisme. Julien, qui n'avait jamais demandé la moindre exposition, se retrouvait désormais poursuivi dans la rue par des journalistes. On frappait à sa porte. Des drones survolaient l'immeuble. Des caméras tentaient de capter un mot, un regard, une réaction. À l'école, Chloé avait été prise en photo sans autorisation et Julien, furieux, avait menacé de retirer sa fille de l'établissement si la direction ne faisait rien. Mais ce qui blessa Julien plus profondément, ce ne fut pas l'attention médiatique, mais les silences d'Élise. Elle ne répondait plus aussi vite à ses messages. Elle annulait des rendez-vous à la dernière minute. Et surtout, lorsqu'elle s'exprimait en public sur les récents événements, elle le faisait en termes vagues, en parlant de « moments d'émotion », de « sauvetage spontané », sans jamais mentionner Julien par son prénom. Elle, qui avait d'abord été si sincère, si présente, semblait désormais contrôlée, glaciale. Ce changement coïncidait avec la pression exercée par ses actionnaires et son conseil d'administration. Tu dois te recentrer. Tu ne peux pas te permettre une histoire qui fait fuir les investisseurs. Voilà ce qu'on lui répétait en boucle. Julien le comprit sans même qu'elle ait à le dire. Et cela le déchira. Un soir, alors qu'il l'attendait depuis 2 heures dans un café de la rue Monge, il reçut un simple SMS « Je suis désolé. » Pas ce soir. Il éteignit son téléphone. Resta là. Longtemps. La serveuse lui apporta une deuxième tisane. Il ne la toucha pas. Chloé aussi sentait la différence. Elle demandait moins souvent, quand Élise viendra, mais dessinait encore des images d'elle 3 mains dans la main. Julien ne trouvait pas la force de lui dire que peut-être, cette histoire n'était qu'un mirage. Puis, le coup de grâce arriva. Un article, publié dans un magazine économique influent, révélait que la Fondation Morel avait financé la scolarité de Chloé dans une école privée parisienne. Julien n'en savait rien. Il tomba des nues. Non seulement Élise avait pris cette décision seule, mais elle l'avait fait en son nom. Il lut le communiqué officiel qui parlait de « soutien à une famille méritante » et son cœur se serra. Méritante. Comme un trophée. Comme un cas de charité bien géré. Le soir même, il appela Élise. Elle répondit enfin. Sa voix était calme, distante. Julien demanda simplement « Pourquoi tu ne m'as pas consulté ?» Elle hésita. Puis répondit « Parce que je voulais aider. Et je ne voulais pas que ton orgueil gâche ça. » C'était trop. Il raccrocha sans un mot. Les jours qui suivirent furent amers. Julien se renferma, évita les appels, ignora les caméras. Il emmena Chloé quelques jours chez une tante en Bourgogne. Là-bas, sans réseau, sans agitation, il tenta de retrouver un peu de paix. Il écrivit. Beaucoup. Dans un carnet. Des mots pour Chloé. Des mots pour Élise. Des mots pour lui-même. Puis, un appel inattendu. Un journaliste. Monsieur Julien, comment réagissez-vous aux fuites qui indiquent que vous auriez profité de la situation pour monnayer votre silence? Julien ne comprit pas. Puis on lui envoya les articles. Des sources internes affirmaient qu'il avait négocié avec des médias, qu'il voulait vendre des interviews. C'était faux. Mensonger. Mais destructeur. Il savait d'où ça venait. Pas d'Élise directement, il refusait d'y croire, mais de son entourage. Des gens qui cherchaient à se protéger en le salissant. Il voulait hurler. Il voulait tout arrêter. Mais c'est alors qu'il reçut une lettre. Manuscrite. Sur un papier à en-tête sobre. Signée simplement, Élise. Elle écrivait qu'elle s'était laissée entraîner dans un monde où tout était stratégique. Qu'elle avait oublié que les relations humaines ne se gèrent pas comme un portefeuille d'actions.
Elle disait aussi qu'elle ne savait pas si Julien voudrait encore lui parler. Mais qu'elle irait l'attendre. Le lendemain. Devant la bibliothèque de la Butte aux Cailles. À 18 heures. Julien resta assis longtemps, la lettre entre les mains. Il ne savait pas s'il irait. Il ne savait même pas s'il voulait encore d'elle dans leur vie. Mais Chloé entra alors dans la pièce, avec un dessin, une fusée. Avec eux trois à l'intérieur. C'est pour aller très loin, ensemble. Et là, il sut. Il était 17h48 lorsque Julien, tenant Chloé par la main, arriva au pied de la bibliothèque de la Butte aux Cailles. Il n'avait pas prévenu. Il n'avait rien promis. Mais il était là. Parce qu'au fond, malgré les blessures, malgré la peur, malgré la colère, il savait qu'il devait entendre ce qu'Élise avait à lui dire. La petite tenait son doudou contre elle, sérieuse, comme si elle sentait que quelque chose d'important allait se jouer. Et là, Élise apparut. Elle était vêtue simplement, sans maquillage, les cheveux tirés en arrière. Pas comme une PDG. Pas comme une femme d'affaires. Comme quelqu'un qui venait déposer les armes. Elle s'arrêta à quelques mètres, puis s'agenouilla devant Chloé. « Tu me pardonnes, petite étoile, murmura-t-elle. Chloé hocha la tête, posa son doudou contre son épaule et dit « T'avais juste disparu. Mais maintenant t'es revenu. » Et c'était tout ce qu'il fallait. Julien et Élise parlèrent longtemps, dans le parc juste à côté. Assis sur un banc, pendant que Chloé courait entre les feuilles mortes. Élise ne s'excusa pas seulement, elle se livra. Elle raconta la panique, les pressions, les peurs de tout perdre, les nuits à pleurer seule dans un duplex silencieux qui n'avait plus aucun sens sans eux. Elle lui dit qu'elle avait compris une chose essentielle, elle avait bâti un empire, oui, mais sans fondations humaines. Et que Julien, lui, avait tout l'inverse, peu de choses, mais solide. Julien ne répondit pas tout de suite. Il regardait Chloé, qui faisait des pirouettes. Puis il la regarda, elle, cette femme si forte et si fragile. « Je ne veux pas être un projet pour toi. Je ne veux pas être ton exception poétique. Je veux être ton égal. Même si je ne roule pas en Tesla. » Élise éclata de rire à travers ses larmes. Elle lui serra la main. « Alors soyons deux égaux qui réapprennent à marcher ensemble. » À partir de ce jour, leur relation ne fut plus secrète. Plus honteuse. Plus dissimulée derrière des excuses professionnelles. Elle était publique, oui, mais surtout, assumée. Les médias tentèrent un dernier assaut. Articles, plateaux télé, commentaires acides. Mais cette fois, Élise répondit frontalement. Dans une interview télévisée, elle déclara « Oui, j'aime un homme qui ne possède rien. Et c'est pour ça que je l'aime. Car moi, j'avais tout, sauf l'essentiel. » Cette déclaration fit le tour du pays. Et au lieu de la discréditer, elle inspira. Des lettres affluèrent de partout. Des témoignages. Des mots de soutien. Même au sein de son entreprise, les esprits changèrent, certains la quittèrent, d'autres restèrent, mais tous la regardèrent désormais autrement. Pas comme une figure glaciale du CAC 40, mais comme une femme réelle. Humaine. Julien reprit son travail dans la logistique mais cette fois, à mi-temps, pour pouvoir passer plus de temps avec Chloé. Élise l'aida non pas avec un coup de pouce, mais en investissant dans une coopérative qu'il souhaitait créer avec d'anciens collègues précaires. Ensemble, ils mirent en place un projet d'aide aux familles monoparentales. Loin des lumières, mais près des gens. Le soir, ils cuisinaient tous les trois. Chloé mettait la table. Julien chantait faux. Élise apprenait à rater des crêpes sans perdre patience. Leur appartement resta modeste, mais ils y étaient heureux. Et un jour, pendant un pique-nique en forêt de Fontainebleau, Élise sortit un petit carnet de cuir. « C'est là que j'écris tout ce que je ne dis pas », elle le lui tendit. Il l'ouvrit. Et sur la première page, il lut « Je t'aime, pas pour ce que tu m'apportes, mais pour ce que tu me rends, moi-même. » Quelques mois plus tard, un samedi matin, Chloé descendit du lit, passa dans leur chambre et dit « Est-ce que maintenant je peux l'appeler maman ?» Élise fondit en larmes. Julien lui serra la main. Et là, sans cérémonie, sans robe blanche, sans discours, ils devinrent une famille. Pas parfaite. Mais vraie.
Ensemble, ils prouvèrent que les différences sociales peuvent faire du bruit, mais qu'elles ne valent rien face à une chose simple, forte, indestructible, l'amour. Un amour né dans l'urgence. Éprouvé dans le silence. Et choisi, chaque jour, librement.